Bonjour. Voilà, je m'appelle Didier Brun et aujourd'hui je vous invite à une partie de pêche assez étonnante, la pêche à la mouche et notamment la mouche de mai. Une canne, quelques mouches et on risque de prendre de très beaux poissons. Aujourd'hui le temps est a priori très beau mais on risque d'avoir quelques averses. Pour l'instant, à la surface de l'eau, il n'y a pas d'éclosion de mouches de mai. Et donc nous allons en profiter pour faire un bref aperçu de l'aspect technique de cette pêche. Et je vais vous présenter la rivière d'abord. Nous sommes ici au bord de l'Iton, qui est une rivière normande de première catégorie. Vous voyez, c'est une rivière de moyenne largeur, assez lente, assez calme, un cadre assez romantique. C'est une rivière qui est composée de trois parties. En aval, vous avez une partie très lente, assez large, une partie très difficile à pêcher, plus spécialement adaptée à une pêche de soir. Dans le milieu, au milieu, là vous avez une petite passerelle en bois qui est ravissante, marque à peu près le milieu du parcours. Les trous sont plus marqués, les poissons sont postés de façon un petit peu plus évidente. Ensuite, nous arrivons au milieu, le fond se diminue un petit peu, les herbiers sont un petit peu plus apparents, comme vous pouvez le voir. Et on arrive en haut du parcours, dans une zone un petit peu plus évidente, je dirais, avec des radiers, avec des herbiers plus marqués, des contre-courants, des courants. Voilà. Alors, la pêche à la mouche de mai. Qu'est-ce que la mouche de mai d'abord? La mouche de mai, eh bien, c'est un insecte aux mœurs assez étonnantes. Voilà, l'éclosion vient d'avoir lieu. J'ai pu attraper 2 mouches de mai. Voici un jeune subimago. 3 cercles en formation, un corps couleur ivoire de 2 cm à peu près, 2 petites ailes derrière, 2 grandes ailes devant. Des pattes, des taches noires, un thorax assez bombé. Vous verrez dans le montage des mouches tout à l'heure que c'est important. Une petite tête. Cet insecte est magnifique, voilà. Ça, c'est une vraie friandise. Alors, je vais vous parler un petit peu du cycle de vie de cet insecte. Cet insecte vient de naître. Il a 24 heures pour se reproduire. Mâles et femelles vont s'accoupler. Les femelles vont venir pondre dans l'eau, sur l'eau plutôt. Les œufs vont descendre au fond de l'eau. Ces œufs vont devenir des larves, à peu près de la taille de cet insecte, mais sans ailes, bien sûr. Cette larve est une larve fouisseuse qui va vivre 1 an, 2 ans dans la vase, dans des petits enrochements, des choses comme ça, dans du sable. Enfin, du sable, ça dépend, je dis peut-être une bêtise. Quoi qu'il en soit, cette larve va vivre donc pendant 1 an, 2 ans, et un jour elle va se transformer en ce qu'on appelle une nymphe, c'est-à-dire une préfiguration de l'insecte adulte. Son thorax va se bomber parce que le sac alaire est en formation, les ailes sont rempliées à l'intérieur, et puis un jour, elle va monter dans l'eau, elle va partir du fond, elle génère une espèce de substance gazeuse qui lui permet de s'alléger un petit peu. Elle rampe, elle accélère son mouvement à la surface, elle arrive à la surface de l'eau, l'enveloppe du thorax se déchire, les ailes apparaissent. Voilà, l'insecte qui vient de sortir de l'eau. On l'appelle le subimago parce qu'il n'est pas encore définitivement formé. Il n'a pas encore ses couleurs définitives, les cercles ne sont pas encore suffisamment longs, etc. Donc, il a une destinée épouvantable, ce pauvre insecte. Il va vivre à peu près 24 heures, il va s'accoupler, puis il va mourir, tout bêtement. Les oiseaux en sont très friands. Vous verrez au cours de la pêche que les hirondelles, les passereaux, les pourchassent évidemment. Les truites, bien entendu, les prennent à tous les stades. Au stade larvaire, au stade nymphal, bien sûr au stade du subimago. Lorsque l'insecte se débat dans la surface, produit des légères vibrations, c'est très excitant pour les poissons. Et aussi au stade spent, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que l'insecte est mort, il est vidé de ses œufs, ce sont les femelles généralement, qui dévalent au fil du courant, les ailes étalées, vous voyez les ailes bien étalées à plat, elle a pris à ce moment-là une couleur franchement plus blanche, avec des taches noires plus marquées, voilà, elle est morte, elle a accompli son œuvre, et les truites s'en régalent aussi. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez la voir précisément, voilà, une mouche de mai superbe. Donc le matériel, bah écoutez, la pêche à la mouche c'est très simple, comme je le disais, une canne, un moulinet, qui est plus une réserve de fil qu'autre chose, un gilet, des cuissardes, et puis voilà, quelques mouches bien entendu. Alors on va parler de la canne.
Depuis maintenant de nombreuses années, le bambou fondu a laissé place au carbone. Le carbone, il y a aussi le bore et d'autres matériaux que je ne connais pas. Donc je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire le carbone. Et ici, je m'adresse plus particulièrement aux débutants, aux gens qui veulent se mettre à la pêche à la mouche. Tout d'abord, un petit préambule sur quel montant doit-on s'autoriser pour l'achat d'une canne à mouche. Je dirais que bien évidemment, plus une canne est bon marché, moins elle est bonne. C'est une équation malheureusement vérifiée. Vous pouvez très bien vous acheter une canne à 400-500 francs, vous prendrez du poisson, hein, probablement, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la canne qui fait le bon pêcheur, hein, ça c'est certain. Mais je dirais que, notamment pour débuter, je vous conseille vraiment d'acheter une canne de bonne qualité, sans acheter forcément une canne de grande classe, mais d'investir un minimum d'argent dans une canne qui va vous permettre de lancer, qui ne vous donnera pas de défaut. Et puis aussi une canne qui va vous permettre de ramener des poissons, parfois sur des fils très fins. Une canne qui va devenir un partenaire. Vous voyez cette canne qui est encore en excellent état, je l'ai je crois depuis 12, 13, 14 ans, je ne sais plus exactement. Elle est vraiment parfaite, elle est impeccable. C'est une canne qui vaut un certain prix, c'est certain. Mais je dirais que mon investissement est vraiment rentabilisé en rapport argent-passion, il n'y a pas de problème. C'est une canne de 10 pieds. Je vous expliquerai, on va parler de la taille des cannes plus tard. C'est une canne de 10 pieds, soit de 5. Parfaite, c'est une canne américaine. Mais les Américains ne sont pas les seuls à fabriquer des bonnes cannes. Les Français font de très très bonnes cannes, d'excellentes cannes. Alors, que faut-il faire pour acheter une canne à mouche, pour acheter sa première canne à mouche? Je crois que vous avez tout intérêt à vous rendre chez un détaillant d'articles de pêche qui sait pêcher à la mouche. Je crois que seul quelqu'un qui a déjà pêché à la mouche saura vous conseiller. Une canne, ça ne s'achète pas uniquement comme ça, en la regardant, c'est joli, le vernis est joli, les ligatures sont belles, en la secouant comme un... Ça ne sert à rien. Vous pouvez secouer n'importe quelle canne, à moins d'être vraiment un professionnel de la fabrication des cannes, vous ne vous rendrez absolument pas compte de ce qu'elle donne. Notamment, dans le magasin, vous n'avez pas le moulinet dessus, ni la soie dessus. Si vous avez l'occasion d'essayer des soies ou de voir des démonstrations, n'hésitez pas, demandez conseil à des amis, mais tenez compte de votre morphologie, de votre caractère. Moi, je suis par exemple quelqu'un d'assez grand, d'assez nerveux, j'ai besoin d'une canne a priori assez grande, assez nerveuse. La longueur de la canne pour pêcher à la mouche de mai, 10 pieds c'est très grand, 10 pieds ça fait un peu plus de 3 mètres. 10 pieds c'est assez grand parce que cette rivière, sur le bas notamment, est assez large et en Normandie il y a souvent beaucoup de vent. Et j'ai besoin d'une canne relativement puissante, quoiqu'elle est assez fine finalement, puisque je lance une soie de 5, ce qui est quand même relativement fin. 10 pieds me paraît une bonne longueur. J'ai une autre canne aussi qui fait 9 pieds et demi. Je dirais qu'une canne qui se situe entre 9 pieds et 10 pieds est une très bonne canne pour pêcher à la mouche de mai. La mouche de mai est assez grosse. On utilise des racines, des pointes de bas de ligne assez denses quand même, puisqu'on est en 17-20 centièmes à peu près. Bon, elle est entre 15 et 20 centièmes. Donc voilà, ça c'est, je dirais, qu'une très bonne canne pour pêcher à la mouche de mai. Le moulinet, moi j'ai un seul amour pour les moulinets, c'est les moulinets manuels démultipliés. Démultipliés, manuels, d'abord parce que c'est une manivelle, tout bêtement. C'est pas un moulinet automatique, que je trouve un très bon outil pour d'autres pêches, mais en l'occurrence pour celle-ci, je préfère vraiment le moulinet manuel. Démultiplié parce que ça me permet de ramener la soie plus rapidement. Je vous conseille le manuel démultiplié au manuel simple parce que c'est plus sympa de ramener sa soie en 2 secondes plutôt qu'en 15 secondes. Voilà, très simple. En ce qui me concerne, je suis droitier, pourtant je le monte comme un gaucher, c'est-à-dire que je mets la manivelle en moulinant de la main gauche. Ordinairement, vous verrez que la plupart des pêcheurs à la mouche montent leur moulinet à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils lancent de la main droite, ils changent de main quand ils prennent la canne, ils ramènent et moulinent de la main droite. J'ai jamais compris pourquoi. Il paraît-il parce qu'on s'accroche la soie, moi ça m'est jamais arrivé. Donc je vous conseille, main droite sur la canne, moulinet main gauche. Vous verrez que lorsqu'on pêchera dans des endroits assez branchus, où il faudra ramener la soie souvent en combattant le poisson, ça ne sera pas plus mal. La soie, soit naturelle ou soit artificielle, soit synthétique, pardon. En l'occurrence, si vous débutez, une soie synthétique est parfaite. Soie flottante. Je pense qu'une soie de 5 sera très bien, probablement une soie de 6 peut-être si vous débutez. Je vous conseille d'acheter des soies d'été, c'est-à-dire que ce sont des soies à double fuseau, c'est-à-dire que votre soie part en queue de rat, elle est fine, elle a un centre plus épais, elle redevient fine. Vous usez une pointe, hop, vous retournez, vous avez une autre pointe.
Certains marchands ou pêcheurs vous conseilleront des soies fuseau décalées, fins, assez rapidement épais, et puis fin. Voilà, ce qui est avec le poids de la soie plus en avant. Ça vous permet de lancer plus vite. Malheureusement, moi je suis quelqu'un qui aime pêcher avec précision, mais aussi avec douceur, et je considère que ce genre de soie m'empêche de réaliser mes objectifs à ce niveau-là. Voilà. Le baddling. Alors le baddling, on a deux options. Voilà, je sors un peu de soie. Et voilà. Vous avez les baddlings du commerce, monobrun, qui partent en queue de rat aussi, partent par exemple de 40 centièmes et qui aboutissent à, admettons, 16 centièmes. Ces baddlings sont excellents. Je ne suis sponsorisé par personne, donc moi j'ai acheté ça parce que j'aime bien le fil platil. Malheureusement, j'en achète toujours, j'en ai toujours un ou deux parce que dans le noir, dans le coup du soir, ça me permet de réagir assez rapidement si jamais je casse. Mais je trouve que je ne suis pas vraiment satisfait parce que, bien sûr, ces baddlings sont sans nœud. Malheureusement, quand on est débutant, on casse régulièrement son baddling, même après d'ailleurs, vous le verrez certainement aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vraiment l'œil, si vous n'avez pas vraiment l'habitude, vous ne saurez pas exactement où vous avez cassé, à quel niveau de diamètre. Il faudra vous raccorder une autre section de fil. Ou alors vous devrez changer complètement vos baddlings, c'est quand même assez onéreux. Donc moi finalement, j'ai ça, puis il vous faudra aussi des baddlings en bobine, du fil en bobine. Donc je préfère avoir des bobines de fil, et puis je monte mes baddlings moi-même. Alors, pour pêcher au bout d'une soie de 5, j'ai fait les choses bien. J'ai amené un petit papier pour vous montrer. Le baddling en soi est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre. Moi j'ai toujours le même baddling, que je pêche à la mouche, de mai ou à autre chose, j'ai toujours la même chose. Parce que je pêche souvent dans des conditions assez difficiles, avec pas mal de vent, il peut pleuvoir. Bon, enfin bref, voilà. Alors je vais vous montrer. Parce que j'ai fait ça parce que le fil se voit peut-être pas très bien à l'image. J'ai 1 mètre de 40 centièmes au bout de ma soie de 5, 50 cm de 35 centièmes, 30 cm de 30 centièmes, 30 cm de 25 centièmes, 30 cm de 20 centièmes, et soit, tout dépend des conditions de la lumière, 1 mètre de 17 centièmes ou 40 cm de 17 centièmes et 60 cm de 15 centièmes. Bon, maintenant nous allons aborder le chapitre qui a fait couler le plus d'encre dans les journaux de pêche. Je vais parler du choix de la mouche. Voilà, nous avons vu tout à l'heure les différents stades de la vie de l'insecte, et il me semble qu'il est fondamental de connaître les stades de la vie de l'insecte pour comprendre les comportements du poisson et savoir quelle mouche choisir. Toutes les théories sont valables. Vous ferez votre propre expérience. J'ai fait la mienne et je crois qu'aucun pêcheur n'est vraiment d'accord avec les autres. Quoi qu'il en soit, nous avons vu que la larve de mouche de mai vivait au fond de l'eau. Ça peut être représenté par cette mouche que j'ai montée avec un sac pas LR justement, un thorax fait en fibre de pan, un corps mélange de phoque et de laine d'agneau, 3 cercles. Ça doit être monté sur un hameçon de 12 si je ne dis pas d'ânerie. Cette larve évolue, grandit, elle devient adulte. Elle s'élève pour aller vers la surface, devenir un insecte. Les pattes s'allongent, le thorax se bombe un petit peu, le corps toujours représente à peu près pareil. 3 cercles qui sont masqués par la pince. Voilà, cette mouche va pêcher dans le film de l'eau. On peut passer au stade immédiatement suivant. La mouche commence à développer des ailes, une espèce de fouillis, elle bouge beaucoup, c'est un espèce de brouhaha au ras de la surface. Ça, c'est une mouche qui s'appelle la lévrière par exemple, excellente mouche. Voilà. L'insecte arrive en surface, il commence à développer ses ailes. C'est le subimago. Il passe du stade de la nymphe au subimago. Ça, c'est une mouche que j'aime beaucoup utiliser, c'est une mouche que j'ai montée moi-même, que j'ai vraiment adaptée. Vous voyez, c'est un montage en palmaire avec un hacle que j'ai teint, un hacle gris passé dans l'acide picrique, un hacle dun légèrement plus clair passé aussi dans l'acide picrique. Oh là. J'aime beaucoup cette mouche, pourquoi? Elle est simple, elle flotte très bien, et surtout elle a des léons à hacles. Ici il y a beaucoup de vent,
Et ce vent permet de donner à la mouche une certaine vie. Et je crois que c'est très très important quand on pêche. Donner de la vie à la mouche. On imagine bien que les truites ne prennent pas ça exactement pour copie conforme d'un insecte. Eh bien si, justement. Et je crois que c'est le mouvement qui leur donne cette illusion. Nous y reviendrons en cours de pêche. Voilà. Ensuite, l'insecte s'est développé. On peut avoir quelque chose de similaire à ça. Il y a plein de modèles différents. Puis l'insecte est mort. Il défile à la surface de l'eau. Les ailes couchées à plat. Un corps ivoire plus marqué. De longs cercles. Voilà. Ce choix de mouche n'est absolument pas limitatif, bien entendu. La plupart des mouches que j'utilise sont des mouches que je monte moi-même parce que j'aime bien réfléchir à ma pêche. Mais j'utilise aussi beaucoup de mouches du commerce. J'utilise notamment... Je vais changer de boîte. Pardon. J'utilise notamment des mouches, beaucoup de mouches de la maison Devaux. J'adore ces mouches. Par exemple celle-ci. Je ne connais plus sa référence, c'est une 600 ou 900 quelque chose. Des cercles bleutés, un corps cerclé, corps ivoire, 2 hacles, un vert, un légèrement bleuté. J'espère que vous le voyez. Oui, juste un petit mot pour les mouches. Vos mouches, telles que je vais vous les montrer, sont souvent déformées, collées. Vous voyez cette mouche, elle est devenue monstrueuse. Elle a pris un poisson la semaine dernière, ou je ne sais plus, un ou deux. Elle est quasiment difforme. Je veux lui redonner l'éclat du neuf. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment faire ici. Chez vous, dans une passoire à riz ou au-dessus d'une bouilloire, vous faites bouillir de la vapeur, vous faites bouillir de l'eau, pardon, qui produit de la vapeur d'eau, bien entendu. Vous appliquez ces mouches au-dessus de la vapeur, pas trop près pour pas non plus les cuire, hein, et instantanément, les mouches vont retrouver leur forme d'origine, leur éclat. Voilà, la petite peau accrochée au gilet, c'est évidemment très pratique. Moi j'ai trouvé ce système, ça me permet, lorsque je range mon gilet dans mon sac à dos, que les mouches ne s'en aillent pas et s'échappent et perdent des mouches. Voilà, c'est de l'avis de chacun. Lancer à la mouche, c'est simple et c'est compliqué. C'est simple quand on est un enfant par exemple, décontracté, qu'on ne se pose pas de questions. C'est compliqué quand on est plus vieux, qu'on se met, comme disent les sportifs, une certaine pression et que les muscles des épaules, du poignet et des avant-bras se raidissent. Et là vous perdez tout contact avec votre canne, car c'est votre canne qui va vous aider à lancer, votre canne et votre soie. C'est pas vous. Vous n'êtes, je dirais, qu'un commandant de bord. Le moteur, c'est la soie et la canne. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous préconisais de faire l'emplette d'une canne de bonne qualité, car c'est cette canne qui va vous permettre de bien lancer. Voilà. Lancer, c'est très simple. C'est doux, c'est souple. La mouche ne pèse rien, et je vais devoir poser ma mouche de l'autre côté. Un poisson vient de gober, par exemple, et il va falloir que je fasse ça vite, bien, doucement, sans me montrer. Je reste debout bien entendu là pour la démonstration. Normalement je serai à plat ventre derrière les hérisses, hors de vue du poisson. D'accord? C'est très simple. Aucun muscle raide, rien. Il n'empêche que le lancer met en activité beaucoup de muscles. Les muscles des 5 doigts de la main, je dis bien les 5 doigts de la main, l'avant-bras qui doit être relativement détendu, l'épaule, le coude, et puis surtout, quelque chose que je considère d'essentiel et dont on parle rarement dans les manuels, la main gauche. C'est la main gauche qui va donner de la vitesse à votre soie lors de votre lancer arrière. Or, il y a quelque chose de fondamental dans le lancer de la mouche. Votre lancer arrière conditionne complètement votre lancer avant. Si vous avez un mauvais lancer arrière, votre lancer avant sera déplorable. J'ai essayé de faire un mauvais lancer arrière, hop, voilà, mon lancer avant est catastrophique. Je ne vais pas vous faire une démonstration de tous les lancers. Ce que je veux juste, c'est vous dire, prenez des cours, ça c'est fondamental. N'essayez pas d'apprendre tout seul, ou alors vous allez brûler des étapes, vous allez vous énerver, vous ne comprendrez pas pourquoi. Je crois qu'un observateur va vous aider à vous guider, à savoir que votre main gauche ne tire pas assez sur votre soie, que votre arrêt à midi ou à 1 heure n'est pas assez satisfaisant, que vous visez trop bas sur l'eau, etc., etc. Prenez des cours, c'est essentiel. Hein, c'est vraiment la base. C'est pas avec un livre, c'est pas tout seul qu'on arrive à faire ce genre de choses, on a besoin d'un observateur. Vous commencez à lancer déjà et puis vous avez des problèmes. La première chose à faire, décrispez-vous. Reprenez de la soie, ne cherchez pas à aller loin. Pêcher loin, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de poser précisément votre mouche là où vous le voulez, c'est peut-être très près, là où vous le voulez, le plus délicatement possible et surtout de retrouver des sensations.
La main droite qui serre la poignée de la canne va passer son temps à serrer sur la poignée de la canne et à se détendre. Et surtout, elle joue un rôle de perception. C'est elle qui sent le bout de la canne. Je ne regarde pas jamais m'asseoir en arrière, je ne regarde pas le haut de ma canne, sauf pour vérifier qu'il n'y a pas d'arbre derrière moi. Et c'est mes doigts qui vont sentir. Et ça, vous devez retrouver impérativement ça. Si jamais vous êtes en difficulté sur des lancers, en cours de pêche, vous vous êtes énervé, calmement, vous faites des petits allers-retours comme ça, en essayant de retrouver toute la qualité de la canne, son ressort, comment joue la soie. Et puis au fur et à mesure, vous allez commencer à pouvoir allonger. Redonnez de la vitesse à votre soie, voilà. Et puis n'hésitez pas, calmement. Voilà. Vous allez retrouver un lancer relativement rectiligne, doux. Voilà. C'est tout bête, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est donner de la vitesse à la soie pour qu'elle agisse sur la canne qui permet de travailler. Voilà. On va s'arrêter là pour le lancer et je crois qu'on va commencer à pêcher. Et en pêchant, je serai mieux à même de vous expliquer certaines choses. Nous allons commencer la pêche à proprement parler. À 12 mètres au-dessus de moi, sur le long de la rive, vous voyez un bosquet avec des petites fleurs blanches. Je crois que c'est un sureau si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'une truite est juste dessous. Je l'ai vu gober une fois. Je sais qu'ici il y a de belles pièces, mais qui sont très craintives parce qu'elles sont très souvent pêchées, remises à l'eau, et du coup elles ont vraiment une grande habitude de se faire prendre. Elles n'aiment pas du tout ça. Depuis que je suis rentré dans l'eau, j'ai essayé de rentrer dans l'eau le plus doucement possible. Elle n'est pas remontée. Aucune mouche de mai est passée dans sa fenêtre. Des petites grises sont passées, mais pas de mouche de mai. Je vais donc essayer de lui présenter une mouche au ras de l'arbre et essayer de la décider. Mais il est fort probable que cette mouche soit très difficile à prendre. En ce qui concerne le lancer, vous voyez, je ne suis vraiment pas loin. Je vais donc m'appliquer à lancer le plus précisément possible et surtout le plus délicatement possible. C'est une mise en application de ce que je disais tout à l'heure sur le lancer, à savoir qu'il n'y a pas besoin de lancer loin. Je suis rentré dans l'eau, je me suis mis à 12 mètres. J'aurais pu me mettre plus loin, malheureusement je ne peux pas. Derrière moi, il y a un saule qui m'empêche absolument. Oh, un superbe gobage, juste là. Je suis dans l'eau et pourtant les poissons viennent gober très près de moi. Bon, de toute façon, ce n'était pas le poisson que je souhaitais obtenir. Je vais donc m'appliquer à poser ma mouche près du sureau. Voilà, je suis dans le sureau. C'est une parfaite application de ce qu'il faut faire. Surtout, lorsque vous vous accrochez dans un arbre, ne jamais tirer. La force du courant suffit juste à décrocher votre mouche. Si vous tirez, vous êtes accroché. Il n'y a aucune honte à s'accrocher dans un arbre. Plus vous viserez près des arbres, plus vous prendrez de risques, plus vous aurez de chances de prendre du poisson. Voilà. J'aurais très bien pu m'accrocher. Celui qui ne perd jamais de mouche, c'est celui qui ne prend jamais de poisson. Perdre une mouche n'a rien de honteux. Allez, je recommence. Hop, la mouche tombe naturellement de l'arbre. Je crains malheureusement que ce poisson ait quitté son poste depuis quelque temps. Là où le poisson se situe, il y a à peu près 10-20 cm d'eau. Le poisson est hyper craintif. Ne sachant pas exactement où la truite se situe, je prospecte. Je suis allé sous l'arbre, là je vais un petit peu plus à gauche, un petit peu plus loin. Toujours lorsque vous attaquez un coup, commencez par poser plus près que trop loin. Trop loin, vous couvrez le poisson qui risque d'être plus proche que vous ne l'imaginez. Et c'est foutu. J'essaie d'être au ras de l'arbre. Voilà. A priori, ce poisson est parti, ou en tout cas, ne veut pas se manifester. Non, apparemment, j'ai été démasqué et les poissons ont dû se caler. J'ai un petit peu pêché à l'instinct et j'ai pas prévenu
Voilà, j'ai accroché une très belle fario en face. J'ai vu un gobage lorsque j'attaquais, enfin du moins je l'ai entendu, lorsque j'attaquais le poisson sous le sureau. Et finalement, vous voyez, une jolie petite fario qui doit avoisiner ses 35 cm à peu près, à mon avis. Voilà, elle a pris ma mouche au premier passage. Vous n'avez pas pu le voir à l'image. J'ai posé ma mouche, ne sachant pas exactement où se trouvait la truite, j'ai repéré le gobage à l'oreille. J'ai posé la mouche dans une fenêtre, disons, de 5 mètres sur 5. Un lancer précis dans la mesure où je voulais poser ma mouche là, mais je ne savais pas exactement où était la mouche. En plus, c'est en aval de moi. J'ai donc posé la mouche et délicatement, j'ai animé ma mouche très légèrement pour donner à ma mouche un petit peu d'activité, comme si c'était un subimago en train d'éclore à la surface. Oui, c'est un très joli poisson. Pas énorme, mais très beau poisson. Une très belle truite. Voilà. Doucement, elle s'est fatiguée, sans brutalité. Je l'amène à l'épuisette. Elle est dans l'épuisette. Voilà. C'est le premier passage. Le premier passage qui compte. La délicatesse du posé, c'est un lancer assez difficile parce qu'en fait je suis dans l'eau, les herbes sont très hautes, derrière il y a des arbres et c'est très difficile de lancer, surtout de poser correctement. Voilà, regardez. Je vais poser ma canne et vous présenter cette première truite de la journée qui est vraiment un poisson absolument superbe. Oh, pardon. Je voudrais pas trop la maltraiter parce qu'elle va le retourner à l'eau. Vous voyez? Très peu de points rouges, des points noirs. Oh là ma chérie, oh là, oh là. Attends. Alors je crois qu'on va s'installer sur l'herbe pour profiter de ce spectacle. Oh là. Et surtout pour ne pas abîmer le poisson. Pourquoi l'épuisette? Parce que l'épuisette me permet souvent de prendre un poisson alors que j'ai les mains encore sèches. Et je voudrais en parler tout de suite. Des mains sèches sur un poisson, c'est lui donner des maladies systématiquement. C'est très mauvais, vous lui enlevez du mucus, c'est très mauvais. Donc mouillez-vous toujours les mains avant de toucher un poisson, au besoin au bord du filet de l'épuisette. Là il vient de pleuvoir, donc l'herbe mouillée sera parfaite pour elle. Je vais la poser délicatement. Voilà, je vais décrocher la mouche. Oui, voilà, je mets un ardillon très fin. Pardon. Voilà. Première chose, nous allons la mesurer. Un petit mètre de couturière, un petit mètre à ruban, monté sur un petit ressort qui rentre tout seul. On mesure à partir de l'échancrure de la queue jusqu'au bout du museau. Voilà, 34 cm. Attendez, soyons très précis. Non, en fait 35. 34-35. Voilà. Je connais bien mes truites, en la prenant, je disais qu'elle faisait 35. Il n'y a aucune tricherie. Regardez, une robe superbe, une nageoire adipeuse légèrement orangée, magnifique. Une nageoire anale bordée de blanc, superbe. Quelques points rouges. Ce sont des truites assez différentes, des truites par exemple des rivières auvergnates, par exemple, qui sont très foncées avec des points rouges. Regardez ces couleurs irisées, magnifique, magnifique. Très beau poisson. C'est un poisson qui doit faire 500-600 grammes à peu près. Superbe poisson. On va abréger ses ennuis du jour et nous allons la remettre à l'eau. Quand vous remettez un poisson à l'eau, vous faites tout doucement. Vous ne relâchez pas la truite tout de suite. La truite a besoin de se calmer et de s'oxygéner à nouveau. Donc calmement, vous le posez entre vos jambes et vous le maintenez, comme vous feriez en donnant le bain à votre premier enfant. Très tendrement, très calmement. La truite tout doucement va s'oxygéner. Si vous voyez qu'elle a du mal à reprendre un petit peu vie, tout doucement vous aérez ses ouïes en lui faisant faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça. Vous la soulevez à peine, hein, c'est vraiment... Et puis tout doucement, elle va décider qu'elle a envie de partir. Voilà. Elle est un petit peu sonnée, je l'ai laissée un petit peu dehors pour vous la montrer. Elle va mettre quelques instants à s'en remettre. Allez ma belle. Elle s'en va. En général, les poissons restent, hop là, voilà, elle s'en va tout doucement. En général, les poissons restent très près de l'endroit où vous les remettez à l'eau. Ils ont besoin vraiment d'une petite cure de sommeil. Voilà, bah, on va essayer de
continuer la pêche. Il y a une certaine difficulté à noyer le badling près de la mouche. Je déteste personnellement que le badling flotte près de la mouche. Je trouve que ça laisse une trace à la surface de l'eau qui, je trouve, parfaitement déplaisante. Je fais un petit peu d'anthropomorphisme, mais j'imagine que les truites n'aiment pas ça. Pour ça, on a inventé 2 produits. La nature a inventé un premier produit qui coûte pas cher, c'est la salive. Donc lorsque vous êtes en attente, j'ai vu un gobage il y a à peu près 2 minutes au milieu. Lorsque vous êtes en attente que le poisson remonte, vous ne savez pas exactement où il est, vous attendez, vous observez. C'est pas très élégant, mais vous mettez votre badling, notamment la pointe qui est près de la mouche, vous mettez dans la bouche. Vous le laissez en permanence comme ça. Ça a une action dégraissante, puis ça le maintient humide. Il aura plus de facilité de couler. Un autre moyen, de prendre de la boue très légère qui couvre les végétaux au ras des rives. Cette boue très très douce, c'est un très bon dégraissant aussi. Enfin, il y a un troisième moyen chimique qui s'achète. J'en ai parce que parfois c'est nécessaire. Ça s'appelle, non, ça c'est pour les faire sécher les mouches, faire flotter les mouches, voilà c'est ça. Ça s'appelle Leader Sinker en anglais, c'est un couleur de badling, quoi. Si on veut le dire. C'est une espèce de produit que vous appliquez sur le badling. J'imagine que c'est à base de glycérine. Moi-même, je mets parfois de la glycérine. Voilà, vous avez le choix. À 10 mètres devant nous, il y a un poisson qui vient de gober. On était en train d'inspecter plus loin. Et je voudrais attaquer ce poisson. J'imagine que je ne vais pas le prendre, mais je voudrais vous montrer 2 choses. D'abord, la façon d'approcher un poisson, comment je fais. Et puis aussi, tenter de vous démontrer avec succès qu'on peut pêcher sous la canne en pêchant à la mouche. Le poisson se situe dans l'axe de Monsion, à 3 mètres au-dessus de Monsion à peu près. Il a gobé 2 fois. Sur un poisson comme ça, n'ayez pas peur de jouer les sioux. Vous avancez tout doucement. Vous comprenez l'utilité d'un gilet qui ferme bien, de ferraille qui ne dépasse pas. Voilà. Quand vous arrivez dans la zone où vous allez rester, surtout, vous attendez. Vous laissez reposer, on ne sait jamais. Le poisson peut être en alerte. Vous sortez suffisamment de soie à la main, comme ça. En fait, sur ce poisson-là, sur ce poisson-là, je vais faire qu'un seul lancer quasiment. Parce que très vite, je vais me prendre dans les herbes du bord et je vais m'accrocher et ça sera fini. Ce que j'espère, c'est au premier passage pouvoir déclencher son attaque. Ça marche ou ça marche pas, c'est un coup de poker. Vous pouvez perdre une mouche, en l'occurrence là on ne la perdra pas, il suffira que je descende dans l'eau pour la décrocher. Évitez de balancer votre canne au-dessus de l'eau. Vous allez faire une espèce de lancer, je dirais vraiment peu académique, mais qui peut-être va vous apporter un poisson. Je situe le poisson à peu près à 3-4 mètres de moi. Méfiez-vous, les ronces, c'est assez périlleux. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu trop de soie de sortie. Et voilà, on va y aller. Je ne sais pas vraiment où est le poisson, mais je tente ma chance. Je ne me suis pas accroché, je vais pouvoir continuer. C'est vraiment une pêche à l'aveugle là. Hein. Vous voyez mon badling, je ne sais pas, j'imagine que vous le voyez mieux que moi. Voilà, je suis accroché. Ça risque d'être fini. Non. Mon badling ne coule pas parfaitement. Ça, j'aime pas ça du tout. C'est probablement une des causes du refus. Je vais essayer un petit peu plus haut. Ah, le poisson est un peu plus haut. Je viens de repérer son attaque un peu plus haut.
Oh là, il a refusé. Vous l'avez vu? Je vais changer de mouche. Je vais attendre un petit peu. Je vais présenter 4-5 fois ma mouche. Les 2 premières fois, j'étais trop bas. Les 2 suivantes, j'étais bien. Je viens de changer de mouche. Je l'ai vu gober 2-3 fois pendant que j'essayais de lui présenter mon imitation. Visiblement, je ne voyais pas de mouche auparavant à la surface de l'eau. J'imagine que cette truite est soit sur des nymphes en train d'éclore, soit sur d'autres petites mouches plus petites, je ne sais pas. Je tente ma chance avec une mouche qui va pêcher dans le film de la surface. C'est une mouche avec juste des hâques, très léger, un corps, des cercles. J'ai mouillé la mouche avec la salive, elle va flotter vraiment dans le film de la surface. On va voir ce que ça donne. Une truite vient de gober une quinzaine de mètres en face de moi. Ici réside une difficulté. Le courant qui est près de moi est plus rapide que le courant qui est au fond. Donc inévitablement, ma soie va tirer mon bas de ligne et ma mouche assez rapidement. C'est ce qui va favoriser ce qu'on appelle le dragage. Le dragage, je vous prie de m'excuser, le dragage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir éviter. Oh, un beau gobage là-bas. Pour ça, il ne faut jamais poser la soie raide. C'est-à-dire votre posée rectiligne, si votre soie est parfaitement droite, c'est pas bien. C'est bien pour le lancer, c'est pas bien pour la pêche. Il va falloir que vous reteniez une fois, que vous visiez un petit peu au-dessus de l'eau, avec une certaine puissance. La soie n'étant pas encore sur l'eau, au-dessus de l'eau va prendre un peu d'élan et va revenir en arrière, formant des zigzags qui laisseront le temps à la mouche de passer dans la fenêtre de la truite avant de draguer. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Voilà. J'ai pas parlé parce que j'avais le cœur qui battait, je voulais absolument prendre ce poisson. Très difficile, je l'ai essayé de la berge d'en face, impossible avec le dragage. J'ai mis à peu près un quart d'heure à faire le tour, qu'on peut faire en 2 minutes, mais j'ai mis à peu près un quart d'heure à faire le tour. Tout doucement. Je ne compte plus les piqûres d'ortie sur les mains. Vous m'avez probablement vu patouiller comme un misérable dans les ronces, comme un mauvais pêcheur. Ce qui fait la différence, c'est que moi j'ai su prendre les risques, j'ai su lui présenter la mouche 1 fois, 2 fois, au bon moment, doucement. Sans me vanter, je suis très très fier de ce poisson. Il n'est pas énorme, 35 cm à peu près. Peut-être un petit peu plus. Mais vraiment ce poisson, je l'ai mérité. Je suis vraiment super, super, super content. Oh là, doucement, doucement. Si je le perdais maintenant, je serais un petit peu triste, c'est certain. Mais le plus important pour moi, c'était de l'accrocher. Très belle truite fario. Très très beau poisson. Zut, m'en épuisait. Je suis tellement ému que je fais des bêtises. Très beau poisson. J'embarque de l'eau dans les cuissardes, c'est pas grave. C'est ça. Très beau poisson. 37 cm à peu près. Ouais. Là, je suis content. Là, je suis très content parce qu'elle était très difficile à prendre. Dans 10 cm d'eau, le premier dragage la faisait fuir. C'est un poisson superbe. C'est un poisson vraiment magnifique. C'est indescriptible. J'espère que vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Vous voyez, elle a lâché la mouche dans l'épuisette. Vous voyez, le lancer était... Je suis désolé, j'ai vraiment pas parlé pendant la prise, mais c'était un lancer horizontal. Verticalement, je risquais de m'accrocher derrière, je risquais de lui faire peur. Délicatement, j'ai amené ma mouche à se poser dans son secteur. Elle est venue la chercher. Voilà. Ça, c'est un beau poisson.
39 cm, c'est un poisson de toute beauté. J'espère que vous le voyez assez bien. Super, on va le remettre à l'eau. Je l'embrasse. Parce que ça, c'était un super poisson. Allez ma belle. Et voilà. Le poisson a pris au 3e passage. Je crois que c'est une truite qui doit être sensiblement identique à la précédente. Oh là, oh là, oh là, elle s'approche de moi. Visiblement, son gîte est dans ce coin-là. Vous voyez l'intérêt du moulinet. Hop là. Voilà, très belle fario. Très très belle fario. Oh là, j'aime pas trop ça. Quand un poisson saute comme ça, c'est beau pour le spectacle, c'est pas très bon. En général, il peut arriver à se décrocher, à retomber sur le fil, à casser le fil. C'est une truite qui a besoin d'être maniée avec douceur. Je vais essayer de lui sortir la tête de l'eau et je crois que je vais abréger le combat le plus possible. Voilà. Méfiez-vous toujours d'une truite qui commence à vous voir. Elle a peur. Elle peut avoir des réactions soudaines qui peuvent être dramatiques, le mot serait fort, mais du moins... Oh, elle est très mal piquée. Elle est piquée sur le bord. Si je la perds, je ne suis pas étonné. Très doucement. Je vais l'amener très très doucement. Très très doucement au-dessus de moi. Oh, c'est une truite qui doit faire 37 cm à peu près. Et tout doucement, je vais la laisser redescendre dans l'épuisette. C'est fait. Voilà. Ah, loupé. Vous voyez, je l'ai manqué. Elle est venue chercher ma mouche et je l'ai manqué. Je vais peut-être essayer, on ne sait jamais. Et voilà. Vous avez vu, il a fallu plusieurs lancers pour la déclencher. C'est pas du tout une grosse truite. De toute façon, je crois qu'une grosse truite ne serait pas montée. Je crois qu'elle aurait eu plus peur parce que mes posées n'étaient absolument pas impeccables. Oui, c'est un petit poisson. Hop là. Je fais des bêtises, moi. Voilà. Ah, quand même. Un petit poisson qui doit faire 32 cm. Bon, même pas. Allez, disons 30 cm. Voilà. Bah, c'est quand même notre 5e poisson. Ou 5e ou 4e, je ne sais plus. Voilà. Très beau poisson. Rond. Très beau petit poisson. Je ne vais pas la mesurer, je la remets à l'eau tout de suite. Elle est jeune. Allez, ma puce. Je viens de repérer un poisson dans le coin. Il monte d'une façon très sporadique. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais que c'est une arc-en-ciel, une truite arc-en-ciel, car elle a l'air de naviguer pas mal en hauteur. Elle est tantôt à 10 mètres de moi, tantôt à 15 mètres. C'est pas vraiment un comportement d'une truite fario. Ça a l'air d'être un assez joli poisson dans la mesure où les gobages sont relativement discrets. On va tenter notre chance.
Voilà. Très beau poisson. Très joli poisson. Vous voyez? Non, je pense que c'est une fario d'ailleurs. Je pense pas que ce soit une arc. Voilà. Troisième ou quatrième passage, je ne sais plus. Elle est venue gober ma mouche tranquillement. Je crois que c'est un beau poisson malgré tout. Oh oui, c'est un beau poisson. Très grosse traction. Oh là! Surtout lorsque vous vous bagarrez avec un poisson, enfin j'aime pas trop le mot mais bref, ne soyez pas brutal. Soyez ferme, souple, et c'est là où l'importance d'une canne de qualité joue son rôle. Ah, très très belle fario. Très beau poisson. Sans brutalité. Vous êtes ferme, vous êtes prêt à relâcher du fil en permanence. Le poisson va se fatiguer tout seul. Là, c'est la phase critique. Le poisson se rapproche de moi. Il risque de venir dans mes chaussures. C'est exactement ce qui se passe. Je déteste ça. Voilà. Je lève bien haut la canne. Importance d'une canne de grande taille. Il cherche à rejoindre probablement son abri qui est dans les herbiers là-bas. C'est un beau poisson. Très beau poisson. Voilà. Méfiez-vous, lorsque le poisson commence à vous voir, il peut avoir des réactions assez violentes. Surtout ne bougez pas trop. Ne remuez pas dans tous les sens. Le poisson est stressé. Voilà. Doucement. Doucement. Ne précipitez pas les choses. Très beau poisson. Truite fario, un mâle, très certainement. Vu la forme de son bec. Très très beau poisson. Voilà. Voilà. Vous voyez, l'épuisette, c'est le coup classique. L'épuisette lui fait peur. J'ai peut-être passé, tendu mon fil. Ah oui, c'est un beau poisson. Voilà. On va voir ça de plus près. Très très beau poisson. Vous voyez? Hop là. Vous voyez, comme les saumons. Le bec qui remonte légèrement. Je crois ne pas dire de bêtises en disant que c'est une truite fario mâle. Nous allons la sortir de l'épuisette. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Superbe, n'est-ce pas? Nous allons la mesurer. Du bout du museau à la queue, voilà. C'est une truite de 45 cm. Hop là. Bon, on va remettre ce superbe poisson à l'eau. Voilà, tout doucement. Hop là. Il va reprendre ses esprits. Voilà. Tout doucement. Gardez-la encore un petit peu. D'elle-même, je pense qu'elle donnera quelques coups de nageoire. Elle viendra. Elle me dira qu'elle peut naviguer toute seule. Voilà, elle commence tout doucement à reprendre ses esprits. Voilà, nous allons la laisser partir. Voilà, ça y est. Quel beau poisson. Adieu ma belle, ou mon beau plutôt. Alors, séquence gag, ce qui va faire bien rire mes enfants si jamais ils voient ça. Voilà ce qui vient de m'arriver. Enfin, ce qui vient de m'arriver, ça fait 1 heure. J'étais dans l'eau, j'ai commencé à me mouiller sur la prise d'un poisson. Puis quelques instants après, j'ai glissé sur des pierres. J'ai passé 3/4 d'heure dans l'eau glacée, là j'étais frigorifié. À ce sujet, je voudrais vous recommander lorsque vous allez pêcher loin de chez vous, et notamment s'il vous arrive de pêcher dans l'eau, emportez toujours un vieux pantalon, une paire de bottes en double, c'est pas plus mal, paire de chaussettes, dans un vieux sac, dans le fond de la voiture, c'est pas plus mal, ça peut vraiment être utile. Là on est au mois de juin, il fait pas très chaud, mais pas très froid non plus bien sûr.
Le soir est tombé, on va d'ailleurs entamer probablement le coup du soir. Et il est vraiment regrettable d'entamer un coup du soir avec... vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une bonne leçon qui ne vous coûte pas cher. Voilà. Hop. Donc le coup du soir, il est 20h28. Certaines truites commencent à gober sous le pont. L'éclosion n'a vraiment pas été fantastique là pendant la journée. On a pour l'instant pris 5 poissons, 5 beaux poissons. La pêche est correcte, disons. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Je suis assez content parce que l'éclosion est vraiment infime. Les poissons sont très difficiles aujourd'hui. J'espère qu'on aura une belle soirée. Le temps s'est levé, c'est pas mal. Donc le coup du soir va commencer là dans quelques instants, probablement vers 9h, dans une demi-heure à peu près. Et nous pêcherons donc probablement jusqu'à 10h, 10h30. Donc ne vous y tenez pas, si l'image devient de plus en plus sombre, c'est tout à fait normal, ce n'est pas votre téléviseur, c'est nous, c'est le ciel, c'est comme ça. Voilà, en tout cas c'était une très belle journée, j'espère que le coup du soir sera à la hauteur. Une petite arc. Voilà, une petite arc qui saute comme une folle. Premier poisson du coup du soir. Cet après-midi, j'étais monté en 15 centièmes, là je suis en 17 centièmes. Je ne finasse pas, j'ai pas vraiment le temps. Voilà, hop. Voilà. Un petit poisson qui va tout de suite retourner à l'eau. Hop, hop. Hop. J'ai confondu vitesse et précipitation. Au coup du soir, il faut aller très vite. Tout d'un coup, ça se met tout d'un coup à s'activer. Ah, elle est belle ma mouche pourtant. Voilà. Oh, c'est encore une petite. Une petite arc. Oh là 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 là, celle-là, j'aimerais bien l'attraper. Hein. Oh là là. J'essaye de mettre une mouche plus transparente peut-être, plus fluide. On va voir ce que ça donne. Eh oui.
Voilà. Voilà une grosse arc. Pour la faire monter, j'ai dû monter 4 mouches différentes. Ce qui a fait la différence, après de multiples passages, ce sont les ailes. Enfin, je dis une arc, c'est peut-être une Fario après tout. Ah oui, c'est une belle Fario. Ah non, c'est une arc. Ah non, c'est une très belle Fario. Encore une belle Fario. Très joli poisson. Elle vient très rapidement ce soir. Ouah. Super. Super poisson. Il doit faire 42-43 cm. Je me dépêche parce que j'aimerais bien avoir le temps de reprendre encore un poisson. Oui, ma puce, viens ici. Oui. Voilà. On va la mesurer. « 42 cm. Hop là. Très beau poisson. 42 cm, c'est un poisson qui doit faire à peu près 1,2 kg, 1,3 kg. Regardez comme elle est jolie. Elle est belle. Allez, je la remets à l'eau. Allez ma puce. Là, on vient de prendre notre 8e poisson, une superbe Fario de 42 cm. On va faire un rapide bilan de la journée. Éclosion très très médiocre. Un temps très changeant, vent du nord, vent d'est, vent d'ouest, vraiment des conditions épouvantables pour la pêche. Enfin, c'était une très bonne journée par ailleurs. On a pris 8 poissons, 8 truites, Fario, une de 31 si je dis pas d'ânerie, une de 37, 39, 40, 42, 48, non pas 48, 45 et 2 petites arcs-en-ciel. On va essayer de finir sur un dernier poisson. C'était une belle journée, j'espère que ça vous a donné envie de pêcher à la mouche. Pêcher à la mouche, c'est une pêche sublime, c'est une pêche que je qualifierais de romantique. On n'a presque rien, il y a le geste, il y a le silence, il y a les oiseaux, la beauté de l'endroit. Il faut se faire très discret, c'est une grande leçon d'humilité. Peut-être le montage de la vidéo vous fera croire que j'ai été un champion aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'elles ont été très très dures à capturer. J'ai pas eu beaucoup de poissons à attaquer, j'ai eu une quinzaine de poissons. J'ai pris en moyenne un poisson sur 2, ce qui est plutôt correct pour une journée comme ça. Voilà, la brume commence à monter sur la rivière, les canards vont aller se coucher, et puis nous aussi. On va peut-être essayer de prendre un dernier poisson. Sinon, je vous remercie infiniment de votre compagnie, c'était super. Au revoir. Je ne me suis pas accroché, je vais pouvoir continuer. C'est vraiment une pêche à l'aveugle là. Hein. Vous voyez mon badling, je ne sais pas, j'imagine que vous le voyez mieux que moi. Voilà, je suis accroché. Ça risque d'être fini. Non. Mon badling ne coule pas parfaitement. Ça, j'aime pas ça du tout. C'est probablement une des causes du refus. Je vais essayer un petit peu plus haut.
Le poisson est un peu plus haut. Je viens de repérer son attaque un peu plus haut. Voilà, il a refusé. Vous l'avez vu? Je vais changer de mouche. Je vais attendre un petit peu. Je vais présenter 4-5 fois ma mouche. Les 2 premières fois, j'étais trop bas. Les 2 suivantes, j'étais bien. Je viens de changer de mouche. Je l'ai vu gober 2-3 fois pendant que j'essayais de lui présenter mon imitation. Visiblement, je ne voyais pas de mouche auparavant à la surface de l'eau. J'imagine que cette truite est soit sur des nymphes en train d'éclore, soit sur d'autres petites mouches plus petites, je ne sais pas. Je tente ma chance avec une mouche qui va pêcher dans le film de la surface. C'est une mouche avec juste des hacks, très léger, un corps, des cercles. J'ai mouillé la mouche avec la salive, elle va flotter vraiment dans le film de la surface. On va voir ce que ça donne. Une truite vient de gober une quinzaine de mètres en face de moi. Ici réside une difficulté. Le courant qui est près de moi est plus rapide que le courant qui est au fond. Donc inévitablement, ma soie va tirer mon bas de ligne et ma mouche assez rapidement. C'est ce qui va favoriser ce qu'on appelle le dragage. Le dragage, je vous prie de m'excuser, le dragage, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir éviter. Oh, un beau gobage là-bas. Pour ça, il ne faut jamais poser la soie raide. C'est-à-dire votre posée rectiligne, si votre soie est parfaitement droite, c'est pas bien. C'est bien pour le lancer, c'est pas bien pour la pêche. Il va falloir que vous reteniez une fois, que vous visiez un petit peu au-dessus de l'eau, avec une certaine puissance, la soie n'étant pas encore sur l'eau. Voilà. Voilà une grosse arc. Pour la faire monter, j'ai dû monter 4 mouches différentes. Ce qui a fait la différence, après de multiples passages, ce sont les ailes. Enfin, je dis une arc, c'est peut-être une fario après tout. Ah oui, c'est une belle fario. Ah non, c'est une arc. Ah non, c'est une très belle fario. Encore une belle fario. Très joli poisson. Elle vient très rapidement ce soir. Ouah. Super. Super poisson. Il doit faire 42-43 cm. Je me dépêche parce que j'aimerais bien avoir le temps de reprendre encore un poisson. Oui, ma puce, viens ici. Oui. Voilà. On va la mesurer. « 42 cm. Hop là. Très beau poisson. 42 cm, c'est un poisson qui doit faire à peu près 1,2 kg, 1,3 kg. Regardez comme elle est jolie. Elle est belle. Allez, je la remets à l'eau. Allez ma puce. Là, on vient de prendre notre 8e poisson, une superbe fario de 42 cm. On va faire un rapide bilan de la journée. Éclosion très très médiocre. Un temps très changeant, vent du nord, vent d'est, vent d'ouest, vraiment des conditions épouvantables pour la pêche. C'était une très bonne journée par ailleurs. On a pris 8 poissons, 8 truites, fario, une de 31 si je dis pas d'ânerie,
de 37, 39, 40, 42, 48, non pas 48, 45 et 2 petites arcs-en-ciel. On va essayer de finir sur un dernier poisson. C'était une belle journée, j'espère que ça vous a donné envie de pêcher à la mouche. Pêcher à la mouche, c'est une pêche... le poisson se situe dans l'axe de Monsion, à 3 mètres au-dessus de Monsion à peu près. Il a gobé 2 fois. Sur un poisson comme ça, n'ayez pas peur de jouer les sioux. Vous avancez tout doucement. Vous comprenez l'utilité d'un gilet qui ferme bien, de ferraille qui ne dépasse pas. Voilà. Quand vous arrivez dans la zone où vous allez rester, surtout, vous attendez. Vous laissez reposer, on ne sait jamais. Le poisson peut être en alerte. Vous sortez suffisamment de soie à la main, comme ça. En fait, sur ce poisson-là, zut, sur ce poisson-là, je vais faire qu'un seul lancer quasiment. Parce que très vite, je vais me prendre dans les herbes du bord et je vais m'accrocher et ça sera fini. Ce que j'espère, c'est au premier passage pouvoir déclencher son attaque. Ça marche ou ça marche pas, c'est un coup de poker. Vous pouvez perdre une mouche, en l'occurrence là on ne la perdra pas, il suffira que je descende dans l'eau pour la décrocher. Évitez de balancer votre canne au-dessus de l'eau. Vous allez faire une espèce de lancer, je dirais vraiment peu académique, mais qui peut-être va vous apporter un poisson. Je situe le poisson à peu près à 3-4 mètres de moi. Méfiez-vous, les ronces, c'est assez périlleux. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu trop de soie de sortie. Et voilà, on va y aller. Je ne sais pas vraiment où est le poisson, mais je tente ma chance. Je ne me suis pas accroché, je vais pouvoir continuer. C'est vraiment une pêche à l'aveugle là. Hein. Vous voyez mon badling, je ne sais pas, j'imagine que vous le voyez mieux que moi. Voilà, je suis accroché. Ça risque d'être fini. Non. Mon badling ne coule pas parfaitement. Ça, j'aime pas ça du tout. C'est probablement une des causes du refus. Je vais essayer un petit peu plus haut. Ah, le poisson est un peu plus haut. Je viens de repérer son attaque un peu plus haut. Voilà, il a refusé. Vous l'avez vu? Ne soyez pas brutal. Soyez ferme, souple, et c'est là où l'importance d'une canne de qualité joue son rôle. Ah, très très belle fario. Très beau poisson. Sans brutalité. Vous êtes ferme, vous êtes prêt à relâcher du fil en permanence. Le poisson va se fatiguer tout seul. Là, c'est la phase critique. Le poisson se rapproche de moi. Il risque de venir dans mes chaussures. C'est exactement ce qui se passe. Je déteste ça. Voilà. Je lève bien haut la canne. Importance d'une canne de grande taille. Il cherche à rejoindre probablement son abri qui est dans les herbiers là-bas. C'est un beau poisson. Très beau poisson. Voilà. Méfiez-vous, lorsque le poisson commence à vous voir, il peut avoir des réactions assez violentes. Surtout ne bougez pas trop. Ne remuez pas dans tous les sens. Le poisson est stressé. Voilà. Doucement. Doucement. Ne précipitez pas les choses. Très beau poisson. Truite fario, un mâle, très certainement. Vu la forme de son bec. Très très beau poisson. Voilà.
Voilà, vous voyez, l'épuisette, c'est le coup classique. L'épuisette lui fait peur. J'ai peut-être pas assez tendu mon fil. Ah oui, c'est un beau poisson. Voilà. On va voir ça de plus près. Très très beau poisson. Vous voyez? Hop là. Vous voyez, comme les saumons. Le bec qui remonte légèrement. Je crois ne pas dire de bêtises en disant que c'est une truite fario mâle. Nous allons la sortir de l'épuisette. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Superbe, n'est-ce pas? Nous allons la mesurer. Du bout du museau à la queue, voilà. C'est une truite de 45 cm. Hop là. Bon, on va remettre ce superbe poisson à l'eau. Voilà, tout doucement. Hop là. Il va reprendre ses esprits. Voilà. Tout doucement. Gardez-la encore un petit peu. D'elle-même, je pense qu'elle donnera quelques coups de nageoire. Elle viendra. Elle me dira. Passerelle en bois qui est ravissante. Marque à peu près le milieu du parcours. Les trous sont plus marqués, les poissons sont postés de façon un petit peu plus évidente. Ensuite, nous arrivons au milieu. Le fond se diminue un petit peu, les herbiers sont un petit peu plus apparents, comme vous pouvez le voir. Et on arrive en haut du parcours, dans une zone un petit peu plus évidente, je dirais, avec des radiers, avec des herbiers plus marqués, des contre-courants, des courants. Voilà. Alors, la pêche à la mouche de mai. Qu'est-ce que la mouche de mai d'abord? La mouche de mai, eh bien, c'est un insecte aux mœurs assez étonnantes. Voilà, l'éclosion vient d'avoir lieu. J'ai pu attraper 2 mouches de mai. Voici un jeune subimago. 3 cercles en formation. Un corps, couleur ivoire, de 2 cm à peu près. 2 petites ailes derrière, 2 grandes ailes devant. Des pattes, des taches noires, un thorax assez bombé. Vous verrez dans le montage des mouches tout à l'heure que c'est important. Une petite tête. Cet insecte est magnifique, voilà. Ça, c'est une vraie friandise. Alors, je vais vous parler un petit peu du cycle de vie de cet insecte. Cet insecte vient de naître. Il a 24 heures pour se reproduire. Mâles et femelles vont s'accoupler. Les femelles vont venir pondre dans l'eau, sur l'eau plutôt. Les œufs vont descendre au fond de l'eau. Ces œufs vont devenir des larves, à peu près de la taille de cet insecte, mais sans ailes bien sûr. Cette larve est une larve fouisseuse qui va vivre 1 an, 2 ans dans la vase, dans des petits enrochements, des choses comme ça, dans du sable. Enfin, du sable, ça dépend, je dis peut-être une bêtise. Quoi qu'il en soit, cette larve va vivre donc pendant 1 an, 2 ans, et un jour elle va se transformer en ce qu'on appelle une nymphe, c'est-à-dire qu'elle a une préfiguration de l'insecte adulte. Son thorax va se bomber parce que le sac air est en formation, les ailes sont remplies à l'intérieur. Et puis, un jour, elle va monter dans l'eau, elle va partir du fond, elle génère une espèce de substance gazeuse qui lui permet de s'alléger un petit peu. Elle rampe, elle accélère son mouvement à la surface, elle arrive à la surface de l'eau, l'enveloppe du thorax se déchire, les ailes apparaissent. Voilà, l'insecte qui vient de sortir de l'eau. On l'appelle le subimago parce qu'il n'est pas encore définitivement formé. Il n'a pas encore ses couleurs définitives, les cercles ne sont pas encore suffisamment longs, etc. Donc, il a une destinée épouvantable, ce pauvre insecte. Il va vivre à peu près 24 heures, il va s'accoupler, puis il va mourir, tout bêtement. Les oiseaux en sont très très friands. Vous verrez au cours de la pêche que les hirondelles, les passereaux, les pourchassent évidemment. Les truites, bien entendu, les prennent à tous les stades. Au stade larvaire, au stade nymphal, bien sûr au stade du subimago. Lorsque l'insecte se débat dans la surface, produit des légères vibrations, c'est très très excitant pour les poissons. Et aussi au stade spent, comme disent les Anglais, au bord du filet de l'épuisette. Là, il vient de pleuvoir, donc l'herbe mouillée sera parfaite pour elle. Je vais la poser délicatement. Voilà. Je vais décrocher la mouche. Oui, voilà. Je mets un ardillon très fin. Pardon. Voilà. Première chose, nous allons la mesurer. Un petit mètre de couturière, un petit mètre à ruban, monté sur un petit ressort qui rentre tout seul. On mesure à partir de l'échancrure de la queue jusqu'au bout du museau. Voilà, 34 cm.
Attendez, soyons très précis. Non, en fait 35, 34, 35. Voilà. Je connais bien mes truites, en la prenant, je disais qu'elle faisait 35. Il n'y a aucune tricherie. Regardez, une robe superbe, une nageoire adipeuse légèrement orangée, magnifique. Une nageoire anale bordée de blanc, superbe. Quelques points rouges. Ce sont des truites assez différentes des truites, par exemple, des rivières auvergnates, par exemple, qui sont très foncées avec des points rouges. Regardez ces couleurs irisées, magnifique, magnifique. Très très beau poisson. C'est un poisson qui doit faire 500-600 grammes à peu près. Superbe poisson. On va abréger ses ennuis du jour et nous allons la remettre à l'eau. Quand vous remettez un poisson à l'eau, vous faites tout doucement. Vous ne relâchez pas la truite tout de suite. La truite a besoin de se calmer et de s'oxygéner à nouveau. Donc calmement, vous le posez entre vos jambes et vous le maintenez, comme vous feriez en donnant le bain à votre premier enfant. Très tendrement, très calmement. La truite, tout doucement, va s'oxygéner. Si vous voyez qu'elle a du mal à reprendre un petit peu vie, tout doucement, vous aérez ses ouïes en lui faisant faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça. Vous la soulevez à peine, hein, c'est vraiment... Et puis tout doucement, elle va décider qu'elle a envie de partir. Voilà. Elle est un petit peu sonnée, je l'ai laissée un petit peu dehors pour vous la montrer. Elle va mettre quelques instants à s'en remettre. Allez ma belle. Elle s'en va. En général, les poissons restent, hop là, voilà, elle s'en va tout doucement. En général, les poissons restent très près de l'endroit où vous les remettez à l'eau. Ils ont besoin vraiment d'une petite cure de sommeil. Voilà, bah, on va essayer de continuer la pêche. Il y a une certaine difficulté à noyer le bas de ligne près de la mouche. Je déteste personnellement que le bas de ligne flotte près de la mouche. Je trouve que ça laisse une trace à la surface de l'eau qui, je trouve, parfaitement déplaisante. Je fais un petit peu d'anthropomorphisme, mais j'imagine que les truites n'aiment pas ça. Pour ça, on a inventé 2 produits. C'est le Subimago. Il passe du stade de la nymphe au Subimago. Ça, c'est une mouche que j'aime beaucoup utiliser. C'est une mouche que j'ai montée moi-même, que j'ai vraiment adaptée. Vous voyez, c'est un montage en palmère avec un hacle que j'ai teint, un hacle gris passé dans l'acide picrique, un hacle dun légèrement plus clair passé aussi dans l'acide picrique. Oh là. J'aime beaucoup cette mouche. Pourquoi? Elle est simple, elle flotte très bien. Et surtout, elle a des léons à hacle là. Ici, il y a beaucoup de vent. Et ce vent permet de donner à la mouche une certaine vie. Et je crois que c'est très très important quand on pêche. Donner de la vie à la mouche. On imagine bien que les truites ne prennent pas ça exactement pour copie conforme d'un insecte. Eh bien si, justement. Mais je crois que c'est le mouvement qui leur donne cette illusion. Nous y reviendrons en cours de pêche. Voilà. Ensuite, l'insecte s'est développé. On peut avoir quelque chose de similaire à ça. Il y a plein de modèles différents. Puis l'insecte est mort. Il défile à la surface de l'eau. Les ailes couchées à plat, un corps ivoire plus marqué, de longs cercles. Voilà. Ce choix de mouche n'est absolument pas limitatif, bien entendu. La plupart des mouches que j'utilise sont des mouches que je monte moi-même parce que j'aime bien réfléchir à ma pêche. Mais j'utilise aussi beaucoup de mouches du commerce. J'utilise notamment... Je vais changer de boîte. Pardon. J'utilise notamment des mouches, beaucoup de mouches de la maison Devaux. J'adore ces mouches. Par exemple celle-ci. Je ne connais plus sa référence, c'est une 600 ou 900 quelque chose. Des cercles bleutés, un corps cerclé, corps ivoire, 2 hacles, un vert, un légèrement bleuté. J'espère que vous le voyez. Oui, juste un petit mot pour les mouches. Vos mouches, telles que je vais vous les montrer, sont souvent déformées, collées. Vous voyez cette mouche, elle est devenue monstrueuse. Elle a pris un poisson la semaine dernière, ou je ne sais plus, 1 ou 2. Elle est quasiment difforme. Je veux lui redonner l'éclat du neuf. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment faire ici. Chez vous, dans une passoire à riz ou au-dessus d'une bouilloire, vous faites bouillir de la vapeur, vous faites bouillir de l'eau, pardon, qui produit de la vapeur d'eau bien entendu. Vous appliquez ces mouches au-dessus de la vapeur, pas trop près pour pas non plus les cuire, hein, et instantanément les mouches vont retrouver leur forme d'origine, leur éclat. Voilà.
La petite peau accrochée au gilet, c'est évidemment très pratique. Moi j'ai trouvé ce système, ça me permet, lorsque je range mon gilet dans mon sac à dos, que les mouches ne s'en aillent pas et s'échappent et perdent des mouches. Voilà, c'est de l'avis de chacun. Lancer à la mouche, c'est simple et c'est compliqué. C'est simple quand on est un enfant par exemple, décontracté, qu'on ne se pose pas de questions. Voilà, je vais décrocher la mouche. Oui, voilà. Je mets un ardillon très fin. Pardon. Voilà. Première chose, nous allons la mesurer. Un petit mètre de couturière, un petit mètre à ruban, monté sur un petit ressort qui rentre tout seul. On mesure à partir de l'échancrure de la queue jusqu'au bout du museau. Voilà, 34 cm. Attendez, soyons très précis. Non, en fait 35. 34-35. Voilà. Je connais bien mes truites, en la prenant, je disais qu'elle faisait 35. Il n'y a aucune tricherie. Regardez, une robe superbe, une nageoire adipeuse légèrement orangée, magnifique. Une nageoire anale bordée de blanc, superbe. Quelques points rouges. Ce sont des truites assez différentes des truites, par exemple, des rivières auvergnates, par exemple, qui sont très foncées avec des points rouges. Regardez ces couleurs irisées, magnifique, magnifique. Très très beau poisson. C'est un poisson qui doit faire 500-600 grammes à peu près. Superbe poisson. On va abréger ses ennuis du jour et nous allons la remettre à l'eau. Quand vous remettez un poisson à l'eau, vous faites tout doucement. Vous ne relâchez pas la truite tout de suite. La truite a besoin de se calmer et de s'oxygéner à nouveau. Donc calmement, vous le posez entre vos jambes et vous le maintenez, comme vous feriez en donnant le bain à votre premier enfant. Très tendrement, très calmement. La truite, tout doucement, va s'oxygéner. Si vous voyez qu'elle a du mal à reprendre un petit peu vie, tout doucement, vous aérez ses ouïes en lui faisant faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça. Vous la soulevez à peine, hein, c'est vraiment... Et puis tout doucement, elle va décider qu'elle a envie de partir. Voilà. Elle est un petit peu sonnée, je l'ai laissée un petit peu dehors pour vous la montrer. Elle va mettre quelques instants à s'en remettre. Allez ma belle. Elle s'en va. En général, les poissons restent, hop là, voilà, elle s'en va tout doucement. En général, les poissons restent très près de l'endroit où vous les remettez à l'eau. Ils ont besoin vraiment d'une petite cure de sommeil. Voilà, bah, on va essayer de continuer la pêche. Il y a une certaine difficulté à noyer le bas de ligne près de la mouche. Je déteste personnellement que le bas de ligne flotte près de la mouche. Je trouve que ça laisse une trace à la surface de l'eau qui, je trouve, parfaitement déplaisante. Je fais un petit peu d'anthropomorphisme, mais j'imagine que les truites n'aiment pas ça. Pour ça, on a inventé deux produits. La nature a inventé un premier produit qui coûte pas cher, c'est la salive. Donc lorsque vous êtes en attente, j'ai vu au milieu, là vous avez une petite passerelle en bois qui est ravissante, marque à peu près le milieu du parcours. Les trous sont plus marqués, les poissons sont postés de façon un petit peu plus évidente. Ensuite nous arrivons au milieu, le fond se diminue un petit peu, les herbiers sont un petit peu plus apparents comme vous pouvez le voir. Et on arrive en haut du parcours, dans une zone un petit peu plus évidente, je dirais, avec des radiers, avec des herbiers plus marqués, des contre-courants, des courants. Voilà. Alors, la pêche à la mouche de mai. Qu'est-ce que la mouche de mai d'abord? La mouche de mai, eh bien, c'est un insecte aux mœurs assez étonnantes. Voilà, l'éclosion vient d'avoir lieu. J'ai pu attraper 2 mouches de mai. Voici un jeune subimago. 3 cercles en formation. Un corps, couleur ivoire, de 2 cm à peu près. 2 petites ailes derrière, 2 grandes ailes devant. Des pattes, des taches noires, un thorax assez bombé. Vous verrez dans le montage des mouches tout à l'heure que c'est important. Une petite tête. Cet insecte est magnifique, voilà. Ça, c'est une vraie friandise. Alors, je vais vous parler un petit peu du cycle de vie de cet insecte. Cet insecte vient de naître. Il a 24 heures pour se reproduire. Mâles et femelles vont s'accoupler. Les femelles vont venir pondre dans l'eau, sur l'eau plutôt. Les œufs vont descendre au fond de l'eau. Ces œufs vont devenir des larves, à peu près de la taille de cet insecte, mais sans ailes bien sûr.
Cette larve est une larve fouisseuse qui va vivre 1 an, 2 ans dans la vase, dans des petits enrochements, des choses comme ça, dans du sable. Enfin, du sable, ça dépend, je dis peut-être une bêtise. Quoi qu'il en soit, cette larve va vivre donc pendant 1 an, 2 ans, et un jour elle va se transformer en ce qu'on appelle une nymphe, c'est-à-dire qu'elle a une préfiguration de l'insecte adulte. Son thorax va se bomber parce que le sac alaire est en formation, les ailes sont remplies à l'intérieur, et puis un jour elle va monter dans l'eau, elle va partir du fond, elle génère une espèce de substance gazeuse qui lui permet de s'alléger un petit peu. Elle rampe, elle accélère son mouvement à la surface, elle arrive à la surface de l'eau, l'enveloppe du thorax se déchire, les ailes apparaissent. Voilà, l'insecte qui vient de sortir de l'eau. On l'appelle le subimago parce qu'il n'est pas encore définitivement formé. Il n'a pas encore ses couleurs définitives, les cercles ne sont pas encore suffisamment longs, etc. Donc, il a une destinée épouvantable, ce pauvre insecte. Il va vivre à peu près 24 heures, il va s'accoupler, puis il va mourir, tout bêtement. Les oiseaux en sont très très friands. Vous verrez au cours de la pêche que les hirondelles, les passereaux, les pourchassent évidemment. Les truites, bien entendu, les prennent à tous les stades. Au stade larvaire, au stade nymphal, bien sûr au stade du subimago, lorsque l'insecte se débat dans la surface, produit des légères vibrations, c'est très très excitant pour les poissons. Et aussi au stade suffisamment de soie à la main, comme ça. En fait, sur ce poisson-là, zut, sur ce poisson-là, je vais faire qu'un seul lancer quasiment. Parce que très vite, je vais me prendre dans les herbes du bord et je vais m'accrocher et ça sera fini. Ce que j'espère, c'est au premier passage pouvoir déclencher son attaque. Ça marche ou ça marche pas, c'est un coup de poker. Vous pouvez perdre une mouche, en l'occurrence là on ne la perdra pas, il suffira que je descende dans l'eau pour la décrocher. Évitez de balancer votre canne au-dessus de l'eau. Vous allez faire une espèce de lancer, je dirais vraiment peu académique, mais qui peut-être va vous apporter un poisson. Je situe le poisson à peu près à 3-4 mètres de moi. Méfiez-vous, les ronces, c'est assez périlleux. Voilà. Je crois que j'ai un petit peu trop de soie de sortie. Et voilà, on va y aller. Je ne sais pas vraiment où est le poisson, mais je tente ma chance. Je ne me suis pas accroché, je vais pouvoir continuer. C'est vraiment une pêche à l'aveugle là. Hein. Vous voyez mon bas de ligne, je ne sais pas, j'imagine que vous le voyez mieux que moi. Voilà, je suis accroché. Ça risque d'être fini. Non. Mon bas de ligne ne coule pas parfaitement. Ça, j'aime pas ça du tout. C'est probablement une des causes du refus. Je vais essayer un petit peu plus haut. Ah, le poisson est un peu plus haut. Je viens de repérer son attaque un peu plus haut. Voilà, il a refusé. Vous l'avez vu? Je vais changer de mouche. Je vais attendre un petit peu. Je vais présenter 4-5 fois ma mouche. Les 2 premières fois, j'étais trop bas. Les 2 suivantes, j'étais bien. Je viens de changer de mouche. Je l'ai vu gober 2-3 fois pendant que j'essayais de lui présenter mon imitation. Visiblement, je ne voyais pas de mouche auparavant à la surface de l'eau. J'imagine que cette truite est soit sur des nymphes en train d'éclore, soit sur d'autres petites mouches plus petites, je ne sais pas. Je tente ma chance avec une mouche qui va pêcher dans le film de la surface. Voilà, très belle fario. Très très belle fario. Oh là, j'aime pas trop ça. Quand un poisson saute comme ça, c'est beau pour le spectacle, c'est pas très bon. En général, il peut arriver à se décrocher, à retomber sur le fil, à casser le fil. C'est une truite qui a besoin d'être maniée avec douceur. Je vais essayer de lui sortir la tête de l'eau et je crois que je vais abréger le combat le plus possible. Voilà. Méfiez-vous toujours d'une truite qui commence à vous voir. Elle a peur. Elle peut avoir des réactions soudaines qui peuvent être
dramatique, le mot serait fort, mais du moins, oh, elle est très mal piquée, elle est piquée sur le bord, si je la perds, je ne suis pas étonné. Très doucement, je vais l'amener très doucement. Très doucement au-dessus de moi. Oh, c'est une truite qui doit faire 37 cm à peu près. Et tout doucement, je vais la laisser redescendre dans l'épuisette, c'est fait. Voilà. Ah, loupé. Vous voyez, je l'ai manqué. Elle est venue chercher ma mouche et je l'ai manqué. Je vais peut-être réessayer, on ne sait jamais. Et voilà. Vous avez vu, il a fallu plusieurs lancers pour la déclencher. C'est pas du tout une grosse truite. De toute façon, je crois qu'une grosse truite ne serait pas montée. Je crois qu'elle aurait eu plus peur parce que mes posées n'étaient absolument pas impeccables. Oui, c'est un petit poisson. Hop là. Je fais des bêtises, moi. Voilà. Ah, quand même. Un petit poisson qui doit faire 32 cm. Oh, même pas. Allez, disons 30 cm. Voilà. Bah, c'est quand même notre 5e poisson. Ou 5e ou 4e, je ne sais plus. Voilà, très beau poisson. Rond. Les chercheurs vous conseilleront des soies fuseaux décalés. Fin, assez rapidement épais. Et puis fin. Voilà, ce qui est avec le poids de la soie plus en avant. Ça vous permet de lancer plus vite. Malheureusement, moi je suis quelqu'un qui aime pêcher avec précision, mais aussi avec douceur. Et je considère que ce genre de soie m'empêche de de réaliser mes objectifs à ce niveau-là. Voilà. Le bas de ligne. Alors le bas de ligne, on a deux options. Voilà, je sors un peu de soie. Et voilà. Vous avez les bas de ligne du commerce, monobrun, qui partent en queue de ras aussi, partent par exemple de 40 centièmes et qui aboutissent à, admettons, 16 centièmes. Ces bas de ligne sont excellents. Je ne suis sponsorisé par personne, donc moi j'ai acheté ça parce que j'aime bien le fil Platil. Malheureusement, j'en achète toujours, j'en ai toujours un ou deux parce que dans le noir, dans le coup du soir, ça me permet de réagir assez rapidement si jamais je casse. Mais je trouve que je ne suis pas vraiment satisfait parce que, bien sûr, ces bas de ligne sont sans nœud. Malheureusement, quand on est débutant, on casse régulièrement son bas de ligne, même après d'ailleurs, vous le verrez certainement aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vraiment l'œil, si vous n'avez pas vraiment l'habitude, vous ne saurez pas exactement où vous avez cassé, à quel niveau de diamètre. Il faudra vous raccorder une autre section de fil. Ou alors vous devrez changer complètement vos bas de ligne, c'est quand même assez onéreux. Donc moi finalement, j'ai ça, puis il vous faudra aussi des bas de ligne en bobine, du fil en bobine. Donc je préfère avoir des bobines de fil et puis je monte mes bas de ligne moi-même. Alors, pour pêcher au bout d'une soie de 5, j'ai fait les choses bien. J'ai amené un petit papier pour vous montrer. Le bas de ligne en soi est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre. Moi j'ai toujours le même bas de ligne, que je pêche à la mouche, de mai ou à autre chose, j'ai toujours la même chose. Parce que je pêche souvent dans des conditions assez difficiles, avec pas mal de vent, il peut pleuvoir. Bon, enfin bref, voilà. Alors je vais vous montrer. Parce que j'ai fait ça parce que le fil se voit peut-être pas très bien à l'image. J'ai 1 mètre de 40 centièmes au bout de ma soie de 5. 50 cm de 35 centièmes, 30 cm de 30 centièmes, 30 cm de 25 centièmes, 30 cm de 20 centièmes, et soit, tout dépend des conditions de la lumière, 1 mètre de 17 centièmes ou 40 cm de 17 centièmes et 60 cm de 15 centièmes. Bon, maintenant nous allons aborder le chapitre
qui a fait couler le plus d'encre dans les journaux de pêche. Je vais te parler du choix de la mouche. Voilà, nous avons vu tout à l'heure les différents stades de la vie de l'insecte. Et il me semble qu'il est fondamental de connaître les stades de la vie de l'insecte pour comprendre les comportements du poisson et savoir quelle mouche choisir. Toutes les théories sont valables. Superbe poisson à l'eau. Voilà, tout doucement. Hop là, il va reprendre ses esprits. Voilà, tout doucement. Gardez-la encore un petit peu. D'elle-même, je pense qu'elle donnera quelques coups de nageoire. Elle viendra. Elle me dira qu'elle peut naviguer toute seule. Voilà, elle commence tout doucement à reprendre ses esprits. Voilà, nous allons le laisser partir. Voilà, ça y est. Quel beau poisson. Adieu ma belle, ou mon beau plutôt. Alors, séquence gag, ce qui va faire bien rire mes enfants si jamais ils voient ça. Voilà ce qui vient de m'arriver. Enfin, ce qui vient de m'arriver, ça fait 1 heure. J'étais dans l'eau, j'ai commencé à me mouiller sur la prise d'un poisson. Puis quelques instants après, j'ai glissé sur des pierres. J'ai passé 3/4 d'heure dans l'eau glacée, là j'étais frigorifié. À ce sujet, je voudrais vous recommander lorsque vous allez pêcher loin de chez vous, et notamment s'il vous arrive de pêcher dans l'eau, emportez toujours un vieux pantalon, une paire de bottes en double, c'est pas plus mal, paire de chaussettes, dans un vieux sac, dans le fond de la voiture, c'est pas plus mal, ça peut vraiment être utile. Là on est au mois de juin, il fait pas très chaud, mais pas très froid non plus bien sûr. Le soir est tombé, on va d'ailleurs entamer probablement le coup du soir, et vraiment regrettable d'entamer un coup du soir avec... vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une bonne leçon qui ne vous coûte pas cher. Voilà. Hop. Donc, le coup du soir, il est 20h28. Certaines truites commencent à gober sous le pont. L'éclosion n'a vraiment pas été fantastique là pendant la journée. On a pour l'instant pris 5 poissons, 5 beaux poissons. La pêche est correcte, disons. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Je suis assez content parce que l'éclosion est vraiment infime. Les poissons sont très difficiles aujourd'hui. J'espère qu'on aura une belle soirée. Le temps s'est levé, c'est pas mal. Donc le coup du soir va commencer là dans quelques instants, probablement vers 9h, dans une demi-heure à peu près. Et nous pêcherons donc probablement jusqu'à 10h, 10h30. Donc ne vous y tenez pas, si l'image devient de plus en plus sombre, c'est tout à fait normal, ce n'est pas votre téléviseur. C'est nous, c'est le ciel, c'est comme ça. Voilà, en tout cas c'était une très belle journée. J'espère que le coup du soir sera à la hauteur. Une petite arc. Voilà, une petite arc qui saute comme une folle. Premier poisson du coup du soir. Cet après-midi, j'étais monté en 15 centièmes, là je suis en 17 centièmes. Je ne finasse pas, j'ai pas vraiment le temps. Voilà, hop. Voilà. Un petit poisson qui va tout de suite retourner à l'eau. Hop, hop. Hop. J'ai confondu vitesse et précipitation. Au coup du soir, il faut aller très vite. Tout d'un coup, ça se met tout d'un coup à s'activer. Ah, elle est belle ma mouche pourtant.
Voilà. Oh, c'est encore une petite. Une petite arc. Oh là 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 là. Celle-là, j'aimerais bien l'attraper. Hein. Oh là là. J'essaye de mettre une mouche